Bonjour et bienvenue dans Interview sur RTV, une émission qui va à la rencontre de différents portraits, des femmes, des hommes engagés avec des projets, des missions, des messages différents. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une grande dame, Madame Rada El Ouakil, qui est née en Égypte, écrivaine, journaliste, activiste et militante. Après avoir étudié la philosophie et les lettres à la Sorbonne et à Oxford, elle se consacre à la lutte pour les droits des femmes en Égypte et à l'éducation de sa fille. Rada El Ouakil écrit en 4 langues. Conférencière, elle est publiée dans plusieurs pays du monde. Elle est aussi une grande amoureuse de la poésie. Elle est avec nous sur RTV, rien que pour nous en direct du Caire. Donc, on l'accueille. Madame Rada El Ouakil, bonjour. Bonjour Linda, bonjour. Nous sommes heureux, vraiment heureux de vous accueillir sur RTV aujourd'hui. Vous êtes vraiment une grande dame, activiste, vous êtes toujours engagée pour les causes humanistes, les femmes, les droits des femmes, mais vous êtes aussi une écrivaine, une conférencière. Avant de pouvoir vous connaître un peu plus, comment se porte le Caire aujourd'hui ? Alors, d'abord, merci de m'avoir invitée. Je suis si heureuse d'être sur RTV aujourd'hui. Alors, le Caire, j'ai laissé les volets ouverts, les fenêtres, pour que vous ayez un petit goût. Parce que c'est toujours bruyant, le Caire. Il y a toujours le bruit de la vie. Enfin, il fait très chaud. Nous sommes encore en plein été. Et je suis là, donc, au nombril de l'Égypte. Je vous parle depuis le Caire, et je vous envoie beaucoup d'ondes positives et assez sonores. On a besoin de beaucoup d'ondes positives. Faites-nous rêver un petit peu. Je sais que vous êtes où en ce moment au Caire, à côté de quel endroit, quelle est votre vue? Vous savez que je suis une amoureuse de la nature, alors faites-nous rêver un petit peu. Alors, la nature au Caire, bon, nature, il y a nature et nature. Hein, il faut avoir beaucoup d'imagination. Je suis sur une île. Voilà. Je suis à Zamalek. C'est une des 3 îles habitées sur le Nil. Et je suis très privilégiée d'ailleurs d'habiter sur cette île où nous avons encore des arbres et beaucoup de verdure. Et de l'autre côté, donc du Nil, sur l'autre rive, la rive droite, parce que nous on est rive gauche, il y a Gizeh. Et très très loin à l'horizon, on peut apercevoir par des nuits très très claires les pyramides. Voilà. Alors, nature et désert, hein, Inda. Et nous vivons en fait dans un pays qui est en plein Sahara. Il n'y a que la vallée du Nil et les côtes qui sont habitées dans mon vieux pays, en Égypte. Et moi, je suis donc très, très privilégiée d'être sur mon île. Voilà. Mais on sait que l'Égypte a beaucoup d'histoires. Il y a l'histoire des pharaons, il y a l'histoire justement de grands chanteurs. Hein. C'est très riche en culture, c'est très riche en beauté des paysages, c'est très riche en histoire. Donc c'est vrai que vous êtes quand même assez privilégiée de tout ça. Et je pense que vous, en tant qu'amoureuse de la poésie, ça doit vous inspirer. Oh oui, moi je trouve ça quand même très marrant. Vous disiez riche, les pharaons et puis les chanteurs. Je trouve ça génial. C'est cette image de l'Égypte qu'on a quand on est à l'étranger qui m'a toujours fascinée. Pharaons et chanteurs. Oui, évidemment, je suis vraiment heureuse d'être retournée parce que j'ai beaucoup vécu ailleurs pendant des décennies en fait. Et ici, je suis un petit peu parmi mes ancêtres. Et c'est pas seulement un honneur, c'est une joie, mais c'est aussi une responsabilité, un fardeau presque. Tous ces ancêtres, tous ces anciens, et puis bien sûr les temples, les murs, les murailles, les sphinx, les obélisques, partout. On est toujours
en contact avec les anciens. Là, quand je dis anciens, c'est vraiment ancien, hein, 7000 voire plus d'années passées déjà. L'Égypte est un pays magnifique. Hein. Je n'ai pas vraiment besoin de le dire ni de le souligner, mais il y a diversité, il y a tellement de choses différentes. Il y a aussi ce que j'appelle humblement les différentes faces de l'Égypte. J'avais écrit un jour que chacun de nous, les Égyptiens, les porteurs du drapeau, chacun de nous a son Égypte. Il n'y a pas une Égypte, il y a des millions d'Égyptes. Chacun a sa vue de l'Égypte, sa vision. Et je pense que cela va aussi pour ceux qui viennent visiter les touristes et autres. Je crois que chacun va avoir une autre vision de ce pays si vieux, mais à la fois moderne. Aujourd'hui, l'Égypte d'aujourd'hui est tellement différente de celle qu'on va retrouver à Karnak, à Luxor. Sur le Caire, vous avez des gratte-ciel, des machins, des monorails, mon Dieu. Et il faut faire avec, il faut suivre. Car l'Égypte, elle est en essor, en plein développement. Et il y a toujours quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais dans ma propre philosophie, dans ma poésie personnelle, je crois que j'ai besoin d'élargir un petit peu mes réseaux de ma pensée, non pas les réseaux sociaux à la mode. Je crois qu'il faut essayer d'atteindre un niveau presque élastique de la pensée pour suivre, parce que ça va très vite. Et il y a tellement de changements en ce moment, il y en a trop pratiquement, qu'il faut essayer de trouver un équilibre entre ce qui est perçu déjà, senti, le ressenti de cet endroit, de cette bonne vieille terre, mais aussi des signes qui nous viennent de l'avenir et qui touchent le présent déjà. J'essaie de participer à ce mouvement, ce progrès. J'espère que c'est un progrès à ma façon. Donc j'essaie de suivre, de participer donc à cet essor à ma façon. J'ai gardé mes cheveux argentés, là gris, j'ai pas fait de couleur parce que ils sont quand même preuve des 6 décennies que j'ai déjà passées sur cette belle planète. Voilà. J'aime beaucoup vous entendre parler parce qu'on sent dans vos mots la profondeur à la fois de l'écrivaine, mais à la fois aussi de la conférencière, et en même temps vous nous embarquez dans votre univers. Et j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur il faut trouver cet équilibre. Ça bouge beaucoup parce qu'en ce moment c'est vrai que tout bouge, tout est rapide et on s'y perd dans tout ça, alors que le plus important c'est vraiment de trouver son équilibre afin de pas être, on va dire, happé par toute cette société parfois anxiogène, hein, qui bouge énormément. Et qu'est-ce qui quel est votre jardin secret? Qu'est-ce qui fait que vous vous protégez de toute cette ambiance qui parfois peut être très difficile? Ça, c'est une bonne question. Écoutez, Inda, je suis connue pour être très rebelle. Alors, je me suis toujours un petit peu défendue contre cet avenir qui nous bouscule dans notre présent, parce que il veut entrer à tout prix. Moi, je me défends un peu. Alors, j'ai essayé de trouver moi-même mon jardin secret. J'en ai trouvé plusieurs, mais je crois que c'est surtout, je parle du jardin secret, enfin, la comfort zone, comme disent les Américains. Ça va être probablement des moments privilégiés de silence en compagnie de ma fille et de mon chien. Voilà, les 2 êtres les plus importants dans ma vie. C'est ça mon jardin secret, c'est d'être là en leur compagnie
mais aussi mon autre jardin secret, celui qui est vraiment secret, qui est dans ma pensée, où je retrouve ceux que j'appelle amoureusement les 3 hommes de ma vie. Parce que j'ai été amoureuse 3 fois. Alors les 3 hommes de ma vie sont Casimir, Obélix et Coluche. Voilà. Alors je les retrouve dans mes pensées, dans mes rêves. Je pense à eux. Ils ne m'ont pas connu, hein, jamais. Mais ce sont des caractères très importants, qui sont très vivants dans mon petit jardin secret, qui est enfoui quelque part dans moi. On parlait tout à l'heure donc des vestiges et des monuments de mes ancêtres ici en Égypte. Et là, maintenant, je vais vous parler des 3 amours de ma vie. Alors, il me vient à l'esprit un des plus beaux poèmes d'amour jamais écrits. Un poème qui avait été rédigé par Sa Majesté, le roi de toutes les Égyptes, comme on les appelait il y a 4000 ans. Donc le grand, Ramsès le Grand, Ramsès II, rédigé, donc il avait écrit un poème, il avait fait graver un poème sur les grands murs d'Abou Simbel, au sud, fin fond du sud de l'Égypte, pour sa bien-aimée, son épouse préférée, la belle, la grande Néfertari, reine de toutes les Égyptes. Et il est assez long, donc on ne va pas avoir le temps malheureusement, de le lire ensemble. Je vous dis les quelques premiers mots qui sont très révélateurs et qui sont là, gravés sur les murs, tout le monde peut les voir pour l'éternité. Alors, donc, Ramsès II s'adresse à Néfertari. Il lui dit, dans les premiers mots, « À toi, pour laquelle le soleil se lève. » C'est magnifique. Moi, à chaque fois que je lis ces mots, je suis... D'abord, je suis jalouse parce que moi, on ne m'a pas écrit des choses pareilles, alors que je me suis toujours battue pour les femmes, etc. Mais bon, je tenais quand même à ne serait-ce que saluer, mentionner, enfin, m'approcher un petit peu de cet amour extraordinaire entre Ramsès le Grand, donc Ramsès II, et la reine Néfertari. Je signale, Inda, que vous entendez la rue au Caire. Malheureusement, j'ai du bruit, mais ça nous met un petit peu dans l'ambiance. Hein. Nous sommes bien au Caire. On entend très bien le bruit, là, le mouvement qu'il y a au Caire. D'ailleurs, comme vous dites, hein, ça nous met dans le bien, dans l'ambiance, enfin dans le bain, dans l'ambiance justement du Caire. Hein. Et puis de cette vie, hein, cette ville qui bouge surtout. On ne peut pas arrêter le bruit de la ville qui est en train de s'exprimer, tout comme voilà, tout ce qui se passe sur cette belle planète. Pour revenir justement à ce très beau poème de Ramsès II, qui fait l'éloge de l'amour, je pense qu'aujourd'hui, il est important de mettre en avant toute cette poésie et qui prône l'amour, parce que je pense que le véritable amour, l'amour transcendantal, l'amour pur, aujourd'hui se perd. Qu'est-ce que vous en pensez, Rada El Wakil? Je ne suis pas certaine qu'il se perde. Je ne l'espère pas en tout cas. Je dois avoir atteint à mon âge, j'ai 60 ans, hein, et pas toutes mes dents, mais enfin j'ai 60 ans, je dois avoir atteint les portails de ce que j'appelle familièrement l'amour mûri. Parce que je pense que l'amour prend son temps, il a besoin de beaucoup de temps. Il faut l'irriguer, il faut le soigner, il faut le nourrir. C'est un être très exigeant qui a besoin de beaucoup de soins, d'attention pour qu'il mûrisse. Et je crois aussi que le fait d'être, comment dirais-je, de faire partie
d'une relation amoureuse, quelle qu'elle soit, parce qu'elles sont nombreuses. Il y a beaucoup de formes d'amour, heureusement d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de formes d'être. Alors forcément, il va y avoir beaucoup de formes d'amour. Mais je pense avoir enfin commencé à comprendre cette, comment je vais appeler ça, une espèce de chronologie. Hein, quand on commence à aimer, que ce soit un homme, une femme, ce qu'on veut, quand on commence à aimer, eh ben on n'y est pour rien déjà. Parce que ça, l'amour se déclenche tout seul. C'est ça qui est beau. Alors, en tant qu'être humain, il faut courir derrière ce déclenchement, le maintenir, le soigner et le faire grandir et plus tard mûrir. L'amour, comme vous disiez, chère Brenda, transcendantal, enfin, l'amour inconditionnel, l'amour parfait. Je pense que l'amour parfait, il va exister dans les textes des grands soufis, par exemple. Moi, je vis dans une partie du monde qu'on appelait Orient dans le temps. Ici, nous sommes très exposés à ces formes d'amour très poétique, très religieux aussi, hein, très spirituel, si j'ose dire, avec des textes magnifiques, très anciens. Mais l'amour d'aujourd'hui, sur cette bonne vieille terre, je crois qu'il a besoin encore de beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. De toute façon, l'être humain est un être en changement en permanence. Il apprend de ses expériences de vie, puisque tout est expérience. Hein. Et puis, c'est pas à vous que je vais vous l'apprendre, Rada, parce que vous êtes une grande aventurière des expériences humaines. Et justement, dans votre parcours, vous êtes aussi écrivaine. Vous êtes toujours là pour soutenir et vous battre pour les droits des femmes en Égypte. Et d'ailleurs, vous avez aussi écrit un livre imperturbable. Vous pouvez nous en parler? Inda, d'abord, j'adore votre turban. Il est très beau. J'allais oublier de le dire. Pour en revenir à imperturbable. Waouh! Alors, imperturbable fut le nom de la rubrique que modestement, donc, je signais sur les pages du Progrès égyptien tous les lundis pendant très longtemps, des années. Donc, c'était le nom de ma chronique. J'ai ensuite fait une compilation de beaucoup d'articles et c'est un de mes livres, mais c'est vrai que c'est l'un de mes livres préférés et auquel je dois beaucoup, parce que j'ai beaucoup vécu, comme vous dites, des aventures à cause d'Imperturbable. Déjà, la rubrique elle-même, je l'ai appelée Imperturbable, d'abord parce que je suis très ancienne au Progrès égyptien et que je leur dis que je veux ça. Et non, pas vraiment. Mais parce que je voulais un nom le nom donc de la rubrique, qui représente vraiment le plus proche possible, qui soit le plus proche possible de ma nature à moi. Parce que, alors là, le ciel peut nous tomber sur la tête. Moi, je reste de glace et j'observe, je commente et j'essaie d'aider. Voilà. Donc, je reste imperturbable. Et puis, en plus, parce que c'est un mot si difficile à prononcer. Alors, ici, les Égyptiens qui parlent égyptien, ça vous le savez, hein, ont beaucoup de mal à dire imperturbable. Déjà, ils ont beaucoup de mal à prononcer les P, hein, les P. Alors, j'entends toujours des choses très rigolotes, ça me fait rire. Et comme la chronique imperturbable est basée donc sur la satire, une satire extrême, très aiguisée, si j'ose dire, Imperturbable est donc une compilation d'articles politiques. Voilà.
qui m'ont valu quand même premier prix du Salon du Livre du Caire, machin, des choses comme ça, mais aussi d'avoir été lors de ma tournée en Europe, aux États-Unis, pour Imperturbable, 2013, j'ai été attaqué, agressé, battu à Paris, à Berlin, à Hambourg, à Bruxelles. Enfin, c'est ça, en fait, qui me rend très, très fière, parce qu'il y a des réactions. On ne va pas parler politique quand même, Inda, please. Surtout pas. On parle de poésie, on parle de joie de vivre, voilà, on parle de good vibes, c'est ça le plus important, et de valeurs humaines. Et d'ailleurs, Radha, c'est vrai que cet écrit Imperturbable que vous aimez énormément et qui met en avant aussi beaucoup les droits des femmes, mais il y a aussi un autre écrit qui a retenu mon attention, c'est votre dernier opus, Life Revisited, qui parle des tabous et nous plonge dans les profondeurs de l'âme humaine. Ça aussi, c'est très intéressant. Vous pouvez aussi nous en parler? Oui, bon, d'abord, merci pour la question et merci de m'avoir sorti des labyrinthes de la politique, parce que je n'ai pas le courage et surtout, ce n'est pas le moment. Alors, voilà. Donc, Life Revisited, la vie revisitée, est une nouvelle, plus une collection d'essais. Je ne sais pas si c'est une vraie plongée, en tout cas, c'est un témoignage. Un témoignage parce que dans Life Revisited, dans la première partie qui s'appelle « Étant une bonne passagère », hein, et j'écris depuis moi-même, hein, donc, c'est vrai, je plonge dans mes autres vies, qu'elles soient imaginatives ou pas, parce qu'on parle tellement en ce moment de ce qu'on appelle les vies alternatives, enfin, résurrection, tout ce qu'on veut, les vies passées, les vies à venir, les vies, donc les vies au pluriel. En tout cas, donc, Life Revisited, que j'ai écrit quand même il y a pas mal d'années, et qui marche toujours, je m'arrange, je reçois encore des courriers à propos de ce bouquin. Celui-là, je l'ai écrit en anglais parce qu'il avait été publié ici et aux États-Unis. En tout cas, il y a beaucoup de choses que j'écris dans des langues, ce qu'on appelle ici des langues étrangères. D'abord parce que d'habitude, j'ai des petites choses qui explosent dans mes écrits. Alors, je n'ai pas envie que ça m'explose dans la figure ici, on ne sait jamais, avec des idées comme ça, là, surtout que dans La vie revisitée, j'imagine une femme qui va perdre les codes de sa réentrée dans la vie. Vous vous rendez compte? Alors, elle meurt, on lui donne des codes pour revenir, donc ressusciter, puis elle perd les codes. Alors, elle invente des codes et elle essaie à plusieurs reprises donc, de revenir dans notre vie, celle-là, maintenant, dans le now, le maintenant, et à chaque fois, bon, elle se gourre, elle se trompe, et elle atterrit ailleurs, à d'autres temps, soit dans l'avenir, soit dans le passé. Il y a un va-et-vient entre passé et avenir, et bien sûr, une rébellion de la part du présent qui dit « Oh, je suis là, quand même, que quelqu'un vienne me voir moi ». Donc, il y a un jeu temporel dans La vie revisitée, avec bien sûr des paysages de ces vies au pluriel, pleines, j'espère, pleines d'humour, mais surtout d'amour, un vrai amour pour la vie. Encore, c'est le mot magique, c'est l'amour, et c'est ce que j'aime chez vous en fait, c'est que vous mettez toujours en avant à la fois votre amour de la vie, l'amour des autres, l'amour de votre chien, l'amour de votre fille, tout cet amour que vous transmettez aussi, parce que vous transmettez, vous êtes là, je pense, après je peux me tromper, mais je ne pense pas, vous êtes là pour transmettre ces valeurs humaines qu'il est important de mettre en avant
avant aujourd'hui. Alors, c'est bientôt la fin de notre émission, Radha. Quelles sont, pour finir, vos plus grandes inspirations et vos rêves pour notre humanité? Oh là là, quelle question, c'est dur ça. Mais oh. Ben, je pense que un de mes rêves les plus récurrents, donc, qui arrivent très souvent, qui reviennent, ça va être celui des retrouvailles avec feu mon mari, que j'ai perdu il y a des années. Grosse crise cardiaque. Et je sais qu'il m'attend. Je ne sais pas très bien où. Je ne sais pas si c'est en haut, en bas. Je ne sais pas où regarder, mais je sais qu'il est là. Et je sais qu'il va y avoir des retrouvailles. Je rêve de ça. Voilà. Donc j'ai beaucoup d'ailleurs de versions de ces retrouvailles dans mes rêves. Mais aussi un autre rêve. C'est celui de pouvoir parler avec maman, feu ma maman. Je sais que vous aussi, vous avez perdu la vôtre récemment. J'avais suivi sur les réseaux. Maman qui m'a tout appris, en fait. Tout appris. Et c'est vrai que je vous parle souvent, mais je rêve d'elle, beaucoup. J'aimerais qu'elle me réponde, surtout. Ça. Voilà. Mais quant à l'humanité entière, mon Dieu, je ne suis pas assez philosophe, ni probablement assez intelligente pour prétendre avoir une inspiration pour l'humanité entière. Mais tout ce que je demande, c'est qu'on ait plus de compréhension l'un pour l'autre. Je voudrais qu'on fasse moins mal aux animaux. Je voudrais qu'on arrête de couper les arbres. Je voudrais qu'on arrête de bâtir des choses inutiles. Des choses, bon, je ne vais pas aller dans la politique, mais je voudrais tellement que l'humanité redevienne humaine. Et que tout ça se lise dans ce que nous laisserons, parce que forcément, nous laisserons des traces, en tout cas je l'espère, que ce soit des poèmes, comme l'avait fait le grand Ramsès II, ou des textes. Alors là, il y a mon chien qui arrive, pardon, excusez-moi, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, donc. est venu vous voir, votre chien, justement, parce que quand vous avez parlé de vos rêves pour l'humanité, il est venu vous faire un câlin et vous dire qu'il vous aime, je pense. C'est surtout ça le plus important. Radha El-Wakil, merci en tout cas de nous avoir donné cette chance de vous accueillir sur RTV en direct du Caire. Vous êtes une grande dame, vous êtes une humaniste, vous êtes une écrivaine hors pair. Vous êtes toujours engagée pour la cause des femmes et la cause des hommes en général. Et pour tout ça, on vous dit merci et on vous dit, j'espère, à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci, au revoir et à bientôt. Et venez en Égypte. Je vous attends. Merci à tous d'avoir suivi cette émission en direct du Caire avec Radha El-Wakil. Je vous dis à très bientôt.